Et il est temps de quitter un peu ce studio. Fabrice Midal est philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation. Il vient de publier d'ailleurs un nouveau livre, Méditer, le bonheur d'être présent, chez Philippe Ray. Nous en avons profité pour nous rendre chez lui, visiter sa bibliothèque et chercher un peu de sagesse dans ce monde de brut. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je m'en doutais un peu, mais tous les murs sont jaunes. C'est un peu votre marque de fabrique, ça. Vous avez votre veste jaune toujours, les lunettes jaunes. Qu'est-ce que vous avez avec cette couleur ? J'adore. Qui n'est pas la couleur celle qui a la meilleure réputation. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'adore. Ça me met de bonne humeur. La vraie raison, c'est que je ne sais pas. Et pourquoi j'aime le jaune ? Parce que je l'aime sans savoir. Alors, on n'est pas très loin de la Défense, plutôt, en proche banlieue de Paris, au 43e étage d'une tour. C'est pas le quartier le plus glamour, mais en revanche, la vue, c'est complètement dingue. Vous avez des baies vitrées qui donnent sur tout Paris. On voit la Tour Eiffel au loin, le Sacré-Cœur. On voit tout. C'est ça ce qui vous a plu ici ? C'est pour ça que vous êtes là ? Oui, les gens sont souvent surpris que quelqu'un qui s'engage dans la pratique de la méditation habite dans une tour au cœur de la ville. Mais moi, je trouve que c'est important d'être au cœur des choses, au cœur de la ville. Je trouve qu'on sent l'énergie de Paris. Et l'autre aspect, c'est qu'on voit le ciel. Et ça, c'est une expérience pour moi chaque jour commotionnante de voir autrement le ciel, qui est toujours différent. Aujourd'hui, il est blanc, gris, avec une sorte de densité, et ça bouge tout le temps. Et je trouve ça extraordinairement vivifiant. Alors je le disais, tout est jaune, y compris les radiateurs, les stores, les bibliothèques. Et effectivement, je dis que les murs sont jaunes, mais on a du mal à les distinguer, puisque là, par exemple, on est dans une des pièces, mais c'est à peu près le cas dans toutes les pièces qu'on va visiter. Les murs sont remplis de livres. Quel est votre rapport à la lecture et à l'objet livre ? Vous avez besoin de les avoir comme ça ? D'abord, c'est ça mon travail. J'écris, je lis. Donc ma bibliothèque, c'est l'espace où je vis. C'est tellement intime. Du reste, c'est assez singulier de parler de sa bibliothèque, parce que c'est peut-être ce qui est le plus intime, puisque c'est ce qu'on a parcouru toute sa vie. Là, on est dans votre bureau, précisément. Oui. Et effectivement, tout autour de vous, il n'y a que des livres de philosophie. On verra si c'est le cas dans les autres. Mais là, effectivement, il y a toute la collecte. Il y a Sénèque, Lucrèce, Épictète, Nietzsche. Comment c'est classé ? Alors, c'est classé chronologiquement. On commence par les présocratiques, et puis Platon, Aristote, qui fait une grande part. Et puis après, on continue avec Descartes, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche. Foucault, Sartre. Voilà. Ah, effectivement. Ouais. Et après, Heidegger, autour de Heidegger, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et Wittgenstein. Et Heidegger et Wittgenstein sont un peu à part, puisqu'ils représentent une part un peu colossale de la bibliothèque. Comment, ça m'a toujours fasciné ça, Platon, Socrate, etc. Comment on explique que ces philosophes antiques soient encore si modernes aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'on les entretient et qu'on les commente et qu'on les revivifie sans arrêt, ou est-ce qu'en eux-mêmes, ils sont encore tout à fait modernes et capables de penser nos vies ? Moi, j'enseigne la méditation. Je suis complètement énervé, fatigué, que la méditation soit tout de suite identifiée à l'idée d'être calme, d'être zen, etc. Et la semaine dernière, j'ouvre le Thé et Tête de Platon que j'ai pas lu depuis 20 ans. Je l'ouvre, je le lis. Et Socrate interroge un jeune homme, Thé et Tête, et lui demande qu'est-ce que la sagesse. Et Thé et Tête lui dit c'est être posé et calme. Et Socrate lui montre que c'est complètement ridicule, et que ce qui compte dans la vie, c'est d'être engagé, d'être vivant, et que lire en étant calme, c'est pas du tout lire, apprendre en étant calme, c'est pas du tout vraiment apprendre, et qu'il y a une énergie fondamentale. Je me dis, mais c'est juste dingue que déjà Socrate dénonce ce côté complètement insupportable de l'idée de la sagesse, comme cette idée d'être calme, d'être zen. Et je crois que c'est ça, les textes de Platon sont d'une drôlerie, d'une mise en scène, d'une profondeur, c'est absolument extraordinaire. Et il y a des vases sur notre chemin, là, à côté de la bibliothèque, sur tout un étage. Oui. D'où viennent-ils ? Vous avez une passion pour les vases ? Vous êtes collectionneur ? Absolument. Il y en a une dizaine ?
j'ai une passion pour des vases grecs. Qui racontent des histoires en général. Qui racontent des histoires et qui témoignent du sens de la mythologie et de la pensée grecque. Et là, sur ce mur-là, c'est toute l'histoire de la peinture. Avec donc j'ai beaucoup travaillé sur la peinture. J'ai écrit Comprendre l'art moderne. Et la particularité de la bibliothèque, c'est que l'accent est d'abord mis sur les textes des peintres eux-mêmes. Je trouve que souvent l'histoire de l'art est faite en mettant de côté les textes des peintres eux-mêmes. Au XXe siècle, les artistes ont écrit des textes absolument incroyables. Des textes qui expliquent leur démarche. Qui expliquent leur démarche, leur questionnement, leur manière... c'est un vrai travail de pensée. C'est absolument incroyable. Par exemple, le texte de Georges Braque, qui a écrit des sortes d'aphorismes, Le jour et la nuit. Tout petit livre très mignon. C'est un tout petit livre, tout mignon. Mais bon, après, il y a plein de versions. Là, c'est une version toute petite. Vous voyez, il y a des marque-pages. La culture engendre la monstruosité. Parce que, disons, l'idée qu'il a, c'est la culture, c'est plus le rapport vivant à l'art, c'est le rapport culturel, et donc à quelque chose qui est perdu. Il ne parle pas que de sa démarche, il y a un engagement profond, existentiel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les peintres, ils parleraient d'esthétique, et puis les politiciens parleraient de politique, et les philosophes parleraient de philosophie. C'est profondément triste, parce que ce n'est pas du tout vrai. Un artiste comme Braque, il parle de la vie, de l'existence, du monde. Et à mon avis, on aurait grand intérêt à prendre plus au sérieux ce qu'ils disent, parce que d'un certain point de vue, eux, ils ont fait le pas que notre monde n'a pas fait. Au fond, notre monde vit vraiment comme quand j'écoute la plupart des débats politiques, j'ai l'impression qu'on est encore dans un moule du 19e siècle, avec des références du 19e siècle. Et quand je lis quelqu'un comme Braque, j'ai l'impression qu'on saute dans un monde qui est le nôtre. Mais à la fois, il y a certains... On voit bien ce qu'il veut dire, et particulièrement pour l'art moderne, mais il y a certains tableaux, notamment Poussin, je pense au Berger d'Arcadie. On est content qu'on nous explique les symboles de ce qu'il a voulu figurer. C'est une grande erreur. Il y a quelque temps, j'ai fait une séance à l'Opéra Bastille avec une violoniste. Elle joue du violon, je fais un petit exercice de méditation et elle rejoue une sonate et partita de Bach. Et puis je demande après aux gens dans la salle s'ils voient une différence, s'ils entendent une différence. Et les gens n'entendent pas du tout la même chose et ils sont complètement surpris. Et des fois, les gens disent « mais je déteste le violon ». Et là, pour la première fois, je ne sais pas comment vous avez fait, je l'ai entendu. Et je crois qu'on devrait commencer par mettre les gens dans un rapport de présence à l'œuvre avant de vouloir l'expliquer. C'est ce que disait Baudelaire. Vous pouvez vivre sans pain, vous ne pouvez pas vivre sans poésie. C'est insupportable pour beaucoup de gens, cette pensée-là, mais elle est incroyablement profonde et vraie. Justement, vous parlez de poésie, là, il y a tout un secteur consacré à la poésie. Oui. Alors pour l'instant, je n'ai pas vu de roman. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de roman dans ma bibliothèque. Comment c'est possible ? Je ne lis pas de romans. Je ne comprends pas... Enfin, il y a des romans. Les romans que je lis, c'est ceux qui, pour moi, entrent dans la poésie. Par exemple, vous avez Kafka, qui est là-haut. Ouais, j'ai beaucoup de... Après, il y a... Et qu'est-ce qui vous rebute dans le roman ? Parce qu'on a parlé de philosophie, de peinture, de poésie. Tout est dans le roman. Je dirais que tout est dans la poésie. Je trouve la poésie, c'est la poésie, on entre tout de suite dans une écoute d'une parole qui nous touche et nous concerne. Après, c'est comme ça. Je veux pas faire de... On peut pas expliquer. Ça n'est pas par là que, pour moi, le monde s'ouvre. Je trouve je sens mieux, pour moi, le risque d'une aventure dans la poésie que dans le roman. Mais enfin, il y a des exceptions, parce qu'il y a Proust, oui, alors il y a là, Kafka. Oui, il y a toute la collection. Là, j'essaye d'embrasser la bibliothèque du regard, mais c'est vertigineux. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres de poésie. Oui, alors avec cette particularité que donc il y a toute une partie qui est sur la poésie russe et toute une partie sur la poésie américaine, qui est très 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 représentée, parce que il y a aussi une préconception française, c'est que quand on parle de poésie, on est enfermé dans la poésie française, ce qui me semble très dommageable, parce que la poésie russe et la poésie américaine au XXe siècle ont été absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'en Russie, au XXe siècle, les gens connaissaient les poèmes par cœur. Des poètes n'étaient pas publiés, ils n'avaient pas le droit d'être publiés. Tous les Russes les connaissaient par cœur. C'était une parole populaire au sens le plus profond du terme. Et ça a été un peu la même chose aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance de connaître Allen Ginsberg.
Ah oui. qui avait un rapport profond à la méditation. Le grand parrain de la Beat Generation. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps avec lui parce qu'il était très engagé dans la méditation et au fond... Attendez. Vous connaissiez personnellement Allen Ginsberg? Oui. Comment, racontez-nous comment vous avez... C'est pas comme, on tombe pas comme ça sur Allen Ginsberg, c'est comme si vous me disiez, je connaissais très bien Victor Hugo. Je découvre la méditation quand j'ai 20 ans, je vais pratiquer à Paris, dans un petit centre. Il y a un type qui arrive, c'est Allen Ginsberg. Moi, je connaissais pas grand-chose, j'avais 23, 24 ans, j'ai pas entendu parler. Et il nous fait un cours de poésie. C'était juste absolument extraordinaire. Et il est venu plusieurs fois, donc j'ai commencé à sympathiser avec lui, à lui parler. Et puis, une fois, j'étais à New York et je l'appelais. Encore, il y avait des machines à pièces, je me souviens. Donc, j'appelle avec une machine à pièces, je lui dis voilà. Il me dit ah non, là, je peux plus vous voir, je suis trop fatigué, je suis en train de mourir. C'était assez... Donc on s'était vu, mais si, vous vous souvenez, on s'est vu à Paris, je pratique la méditation. Il dit bon d'accord, venez. Et on a passé une après-midi ensemble. Et c'était extraordinaire parce que j'avais encore l'idée naïve que la méditation, c'était d'être dans le moment présent. Et j'étais quand même très frappé parce que Allen Ginsberg était très marqué lui-même par le poète William Blake, qui a joué un rôle majeur, et de la dimension imaginaire, originaire, qui vient d'une autre parole. Et là, il m'a montré à quel point ma conception du présent était d'une naïveté complète. Il y a des discussions qui changent une vie. Et c'est quelqu'un d'une générosité absolument incroyable. Est-ce qu'il y a un poème de Allen Ginsberg qui vous habite Ginsberg, particulièrement? Le début de Hall. H-O-W-L. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à la tête d'ange, brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne. Que pauvreté et haillons, et œils creux et défoncés, restèrent debout en fumant, dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes, en contemplant du jazz, qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubants, illuminés sur les toits des taudis. C'est juste, tout de suite, il y a une parole qui parle, c'est vraiment extraordinaire. Bon, je crois qu'il faut qu'on se laisse là, parce qu'après Allen Ginsberg, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Merci beaucoup Fabrice Midal. Merci. Merci pour cette visite.